Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon jeudi à vous tous. Merci beaucoup d'être là. J'ai eu une hésitation sur jeudi. J'avais comme un doute de la journée. C'est fou comme ça va vite en ce moment. Mais savez-vous quel est mon repère? C'est que demain, c'est vendredi fou. C'est-tu assez fou? Ouais! Incroyable. Vous me direz, vous, si ça vous touche, le vendredi fou. On en fera peut-être un sujet, tiens, à l'émission de demain. Je voulais revenir ce matin avec nos invités. Puis vos commentaires, bien sûr, sont très importants dans notre prochaine discussion. Vous pouvez le faire en faisant le 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter au 187 Cube Radio parce que je veux avoir votre opinion là-dessus. On a pas mal parlé toute la semaine de ce qui s'est passé vendredi. Tout le monde a vu les images, même ceux qu'on aurait souhaité qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire tous les grands médias internationaux ont refait jouer en boucle ces images des casseurs à Montréal de cette manifestation pro-Palestine, anti-OTAN vendredi dernier avec toute la casse que ça a sous-entendu. Hein, vous avez vu ces casseurs masqués, dont certains d'ailleurs étaient armés de bâtons, qui ont incendié des véhicules, des véhicules de passants, de gens ordinaires, de citoyens, des véhicules de police également. La police qui a reçu carrément là, des jets de peinture, casser des vitrines, lancer des barrières métalliques. Il y a eu évidemment des fumigènes d'utiliser. Bref, c'était pas un beau spectacle, hein? Tu sais, genre de spectacle qu'on veut pas voir à Montréal. Et c'est des images extrêmement troublantes. Ce qui trouble aussi, c'est qu'on voit pas le visage de personne dans ces manifestations-là de plus en plus. C'est ce qu'on remarque. Puis depuis les dernières années, en fait, vous avez entendu à nouveau parler de ce fameux règlement P6 qui a été abrogé il y a 5 ans cette année. Donc, avec l'administration de Valérie Plante, c'est quelque chose qu'on a enlevé. P6 disait quoi? Il disait... vous n'avez pas le droit d'être masqué. On se souvient du contexte à l'époque. Il y avait eu des manifestations, puis ça avait dégénéré. Et donc, P6 demandait à ce qu'on connaisse le chemin, quel est le trajet de la manif pour que la police soit capable d'encadrer la manifestation. Et on voulait voir le visage des gens. Là, 5 ans plus tard, ça a été enlevé. Aujourd'hui, les manifestations, puis il y en a beaucoup à Montréal. Hein. On parle d'à peu près 480 manifestations au cours de la dernière année. Comme Fadi Daguerre, le chef de la police du SPVM, disait, la plupart se sont bien passés. Puis je pense que ça, il faut le rappeler. Heureusement, la majorité de ces manifs n'ont pas l'air de ce qui s'est passé vendredi. Heureusement pour nous, parce que sincèrement, on serait vraiment pas en sécurité dans notre ville. Même s'il y en a pas mal parmi vous qui me l'ont écrit, ça. Augmentation du sentiment de on n'est pas bien, on est comme mal à l'aise par rapport à tout ça. Je voulais en discuter avec des invités qui connaissent bien ce genre d'intervention. Puis je vous pose la question, d'après vous, est-ce que c'est le moment là, de dire, bon, on interdit les manifestations masquées? Tout le monde a le droit de manifester, puis c'est bien correct. Moi, je suis en faveur. Tu as un point. Moi, je pense que c'est un droit citoyen. Mais est-ce qu'on peut voir les visages des gens? Pensez-vous que ça devrait être quelque chose qu'on demande? Puis si les gens sont masqués, on intervient. On va en discuter avec le capitaine retraité de la Sûreté du Québec, spécialiste des mouvements de foule, Mario Berniquet, qui est avec nous. Bonjour, M. Berniquet. Bonjour, Mme Maréchal. André Gélina, sergent détective retraité du service de police de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Gélina. Bonjour, Mme Maréchal. Je commence avec vous, André. On fait quoi face à ces masqués qui ont visiblement vandalisé plusieurs commerces, cassé des vitres de commerce, d'une banque également. Bref, des gens qui ne demandaient rien à personne se sont fait vandaliser. Il y avait des gens qui étaient là qui se sont sentis vraiment pas en sécurité dans les rues de Montréal. Le chef de la police, votre ex-employeur au SPVM, disait... écoutez, c'était un événement à un moment, à une heure en particulier. Ce moment-là, c'était pas ailleurs. Comment vous avez réagi, André, là-dessus? C'est sûr, lorsque j'ai entendu l'entrevue de M. Daguerre avec Benoît,
Bon, évidemment, il faut comprendre que M. Daguerre a un devoir de réserve assez important dû à sa fonction. On pouvait le décoder un petit peu son non-verbal qui a probablement fait sourire plusieurs policiers, là. Je pense que, vous savez, face à une situation comme ça, bon, il y a des demandes qui sont faites là, de façon sporadique là, pour de l'équipement, des effectifs, mais aussi il va falloir se pencher sur l'aspect législatif de la chose. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que oui, P6 a été battu en cours. En fait, l'administration municipale, dont on connaît quand même un petit peu l'orientation idéologique, n'a pas contesté, a fait en sorte là, justement là, que ce règlement disparaisse là. Mais il va falloir à un moment donné arriver à un point où est-ce que des politiciens, que ce soit municipal, parce que là, évidemment, on parle de la ville, mais aussi, il faut parler aussi de l'intervention au niveau du code criminel, donc c'est du gouvernement fédéral. Il va falloir que ces gens-là réunissent des juristes qui ne se servent pas nécessairement de la charte que pour se dire que ça fonctionnera pas, mais devoir s'asseoir et de mettre sur pied, de plancher sur justement des lois, des règlements qui vont faire en sorte qu'ils vont devoir respecter quand même la charte, quitte à utiliser la clause non-obstant ou la clause de souveraineté parlementaire, là, peu importe comme vous l'appelez. Mais en fait, il va falloir trouver une façon de pouvoir réglementer ça tout en respectant le droit de manifester, parce que comme vous l'avez dit, c'est un droit fondamental. Par contre, la charte nous permet de restreindre certains droits tant que c'est acceptable dans une société libre et démocratique. Et je crois que de manifester, faut avoir le courage de ses opinions, c'est-à-dire il faut le faire à visage découvert parce qu'on a une protection justement qui nous est chère à tous. Voilà. Monsieur Berniquet, vous voyez ça comment? Ben là, du côté enquêteur ou côté masque, parlé tantôt, oui, une fois qu'on a ciblé les personnes pour les arrêter, ils avaient parlé d'entrée de jeu des masques. C'est pas tellement les masques comme les règles qui existent déjà pour les manifestations. Les gens qui organisent des manifestations, que ce soit festif ou autre, doivent donner la nature de la manifestation, l'endroit, les intentions, avoir un service d'ordre alentour de ça pour que tout se déroule comme il faut. Notre système policier fait que on arrête et on enquête, ou le contraire. On enquête et on arrête après. Dans le cas présent, pour prévenir, sachant qu'avec les services de renseignement, sachant que le type de manifestation qui s'en venait pourrait démontrer un certain niveau de risque, d'élever même aller jusqu'à extrême, il faut faire des manœuvres en conséquence. Mais il faut tenir compte aussi, comme disait mon collègue André, est-ce qu'on a les ressources? Hier, Mme Plante elle disait que les policiers ont des nouveaux mandats pour les itinérants, les sans-abri, ils sont débordés. Ça prend des ressources, ça prend des équipements, ça prend une volonté, puis ça prend une bonne structure de fait pour les deux côtés. Il y a des plans d'opération qui se montent, puis il y a des plans pour la manifestation qui se construisent. Ceux qui débordent d'une place ou l'autre doivent être mis à l'écart, si on veut, parce que les casseurs ne font pas généralement partie de la manifestation. Mais justement, vous qui êtes un spécialiste des mouvements de foule, comment ça fonctionne? Les casseurs, vous dites, ne sont pas forcément partis au début de la manif. Comment ils s'infiltrent? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est déjà arrivé à Montréal. Puis à chaque fois, on dirait qu'on arrive, qu'on est comme, soudainement, on découvre un nouveau phénomène. Alors que il y en a eu des casseurs professionnels. Il y en a qu'on a connus, on connaissait leur nom, on connaissait leur visage, on savait qu'ils allaient être là à chaque fois qu'il y avait une manif pour foutre le bordel. Fait encore vendredi, j'avais l'impression là, que j'imagine que les policiers attendent l'ordre. Vous parliez de bonne foi. Il faut qu'il y ait une volonté, vous disiez. Hein? Alors, mais on va revenir à la volonté, mais sur la notion d'infiltration, comment ça fonctionne? Bien, quand on veut commettre un crime comme ça pour les bandits ou les casseurs, ils vont attendre le meilleur moment, la meilleure place pour le faire, puis c'est ça qu'on appelle l'opportunité. Puis ils ont une chance pour le faire. S'il manque cette chance-là, ils vont se faire arrêter tout de suite. Et avec aujourd'hui les caméras, les drones et tous les moyens qu'on a pour travailler en proactivité ou en amont, je pense qu'il y a des manœuvres qui sont faites en toute légitimité. Même s'il n'est pas écrit dans le code criminel, on parle d'une intervention d'urgence. Puis l'agir doit être dans l'immédiat. Ou on attend que tout casse, et puis là, on va se référer aux anciens rapports. On se rappelle du rapport Malouf en 93, où que la police n'avait pas intervenu, puis il avait été blâmé. Est-ce qu'on attend? Ouais. À quel moment qu'on attend? Est-ce qu'on décide d'y aller ou pas? Est-ce qu'ils ont des raisons pour y aller ou pas? C'est tout ça que l'enquête va démontrer. Là.
Ouais, ben je peux vous dire que nos auditeurs, en tout cas pour eux, c'est très très clair. Sincèrement, Martin dit c'est terminé le laxisme à Montréal. Il faut absolument que les manifestants sachent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ça prend des arrestations. Ils le savent trop bien les manifestants que finalement ils ont les coups des franges. Ça donne ce que ça donne. Il y a un autre auditeur qui dit moi je ne crois plus le chef de police de Montréal, Fadi Daguerre. Rien n'empêchait la police ou les policiers d'identifier les casseurs, de les suivre et de les arrêter plus loin. Il y a des policiers en civil qui pourraient tout à fait les identifier, puis par la suite les arrêter dans le métro ou ailleurs quand ils s'enfuient. Marie-Josée dit, moi je comprends pas pourquoi. Si tu es convaincu du bien de ta manifestation, que tu es fier de manifester, alors pourquoi te cacher la face? Est-ce qu'ils ont honte? Moi je pense pas qu'ils ont honte. Je pense que c'est une stratégie, n'est-ce pas, Mario Berniquet? Ben là, avec les froids que là, c'est pas le masque qui est dangereux ou c'est pas l'arme qui est dangereux, c'est toujours la personne en arrière avec ses intentions. Voilà. Parce qu'il y en a des fois qui vont se cacher en arrière de ça. Oui, le P6, ils l'ont brogé dans le temps de COVID ou un petit peu avant, c'était peut-être pertinent. Mais il reste quand même que, si masqué ou pas, si vous commettez un délit qui peut aggraver, qui peut causer des pertes importantes, il faut agir tout de suite. On a tout de suite l'autorité d'agir. Le Code criminel le mentionne. Commet un acte criminel, a commis un acte criminel ou sur le point de le commettre. Ben, on voilà. a les trois éléments qui sont là pour agir. Maintenant, est-ce que c'est une décision organisationnelle, politique? Ça leur appartient. Ouais. André Gélina, vous avez été là, au SPVM, sergent détective. André, est-ce que vous avez été surpris de voir qu'on attendait l'ordre, on aurait dit vendredi? Est-ce que vous avez encore des collègues qui y sont? Qu'est-ce qui s'est passé exactement vendredi? Parce que moi, j'ai fait un commentaire là-dessus. Puis j'en revenais pas là, de voir que finalement, entendre Fadi Daguerre dire ça nous prend plus de moyens, plus de ressources. Moi, je me dis, voyons, il y a un code criminel, quelqu'un qui pète une vitre, j'imagine que moi, je le fasse. Je pense que ça serait pas long que vos collègues, André, viennent m'arrêter, me passent les menottes, puis disent, Isabelle, ça va être au poste, puis il va falloir que tu répondes de tes actes. Puis c'est normal. Je veux dire, je comprends pas le fait de dire, il nous manque des outils. Est-ce que c'est un fait ou il y a les outils actuels pour intervenir? Vendredi, là, est-ce qu'on aurait pu les arrêter? Là, il y en a 3, mais ils n'ont pas été arrêtés pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été arrêtés pour entrave au travail des policiers. Ben, il y a plusieurs choses là, dans votre question, Isabelle. Ouais. Bon, premièrement, là, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a toujours une analyse qui va se faire du risque, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une urgence d'intervenir? Et il y a aussi une classification qui se fait, puis ça, j'en conviens, là, ce qui peut frustrer beaucoup de gens. Là. Bon, ben, est-ce qu'on intervient pour prévenir des dommages matériels? Est-ce qu'on est face justement à quelqu'un dont la vie ou la sécurité pourrait être en danger? Évidemment, lorsqu'on parle de ce point-là, c'est prioritaire. Bon, la question qu'il faut toujours se poser aussi, c'est est-ce que l'intervention risque de causer plus de dommages et plus de débordements? Ce qui s'appelle avoir un certain principe de retenue. Évidemment, tous les policiers ont vécu des frustrations au même titre que les citoyens dans une situation comme ça. Là. Je veux dire, souvent, c'est pas l'envie qui nous manquerait d'aller en découdre puis d'aller justement intervenir parce que comme citoyen, on n'aime pas ça, voir des dommages comme ça. Puis en même temps aussi, ça donne mauvaise presse aux gens qui peuvent être là pour faire valoir une opinion légitime. Mais est-ce que au niveau technologique ou au niveau législatif, il nous manque des choses? Ben écoutez, des effectifs, là, je pense qu'on n'en a jamais assez. Là. D'ailleurs, le premier ministre Legault a fait l'offre d'envoyer la Sûreté du Québec pour aider, ce qui peut peut-être pas nécessairement faire l'affaire au terme de Mais d'orgueil. il était là, je pense apparemment qu'il y avait des gars de la SQ qui sont venus le vendredi. Oui, c'est possible, ça c'est sûr. Écoutez, en vertu de la loi de police, évidemment, là, lorsqu'un corps de police a besoin d'aide, là, la Sûreté du Québec se doit de prêter assistance. Là. Mais en même temps, bon, évidemment, le chef de la guerre a évoqué l'utilisation de caméras. Vous savez, c'est sûr que ça s'est toujours fait, là, les interventions policières sans caméra. Mais évidemment, ça peut aider, ça peut faciliter le processus, ça peut faciliter aussi l'enquête niveau 2. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'utilisation du masque par ces gens-là n'est pas faite de façon désintéressée. Ces gens-là savent pertinemment qu'au niveau de l'enquête, il est beaucoup plus difficile pour les policiers d'identifier quelqu'un lorsqu'on n'est pas capable de voir son visage. En même temps, lorsqu'on voit des gens qui se rendent à une manifestation avec des bâtons, bon, mais il faudrait peut-être se poser la question à un moment donné de dire, est-ce que on a les effectifs nécessaires pour faire une intervention préventive qui serait en toute légalité avec le code criminel ou les autres règlements connexes?
Et ça, va falloir se poser la question. Vous savez, le grand dilemme qu'on a dans des situations comme ça, c'est l'utilisation de la force. L'utilisation de la force, c'est souvent nécessaire, c'est jamais gracieux, c'est jamais beau. Ça pose beaucoup de questions parce que les gens ne comprennent pas comment ça se fait. Mais en même temps, à un moment donné, si on veut prévenir ces interventions-là, ben, il va falloir qu'à un moment donné, on prenne la décision d'intervenir et qu'on le fasse avec les effectifs nécessaires. Mais ça sera peut-être pas beau et encore une fois, il va falloir l'appui du politique. Oui, parce que, et là, on en arrive à l'autre bout de ce que disait tout à l'heure Mario Berniquet, c'est-à-dire dans la liste de tout ce que vous faisiez, Mario vous disait ça prend des effectifs, puis là, André Gélinas vient d'en parler puis dire à quel point c'est important, mais bon, je pense qu'il y en avait du monde là, vendredi. Est-ce qu'il y en avait assez? Vous l'avez dit, André, il n'y en a jamais assez parce que devant une foule de 800 personnes, dont une méchante gang d'infiltrés, casseurs professionnels, on ne sait pas à quoi s'attendre. Comme policier, c'est frustrant, puis ça peut être aussi dangereux. Puis il y a cette utilisation de la force qui peut se retourner contre le policier aussi, parce que Mario Berniquet, vous le disiez, c'est là où il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Faut qu'il y ait cette volonté de dire, ben, on va prendre le risque, mais on veut que notre police intervienne. Après, il y a des façons d'intervenir. Des fois, là aussi, on a vu des interventions, André, qui étaient peut-être pas chic, elles non plus. Mais c'est comme un lose-lose, on dirait. Les deux là-dessus, peut-être Mario, puis ensuite André, à nouveau. Mario Berniquet, sur cette intervention de la force, souvent, quand c'est arrivé, ça s'est retourné publiquement contre le service de police. On a dit, vous voyez, ils ont utilisé des gaz, ils ont utilisé des pistolets à eau, ils ont utilisé une force outrancière pour des manifestants qui simplement voulaient défendre une opinion. Fait que c'est pas toujours évident non plus, je pense. Ben, l'histoire est bien claire là-dessus, puis avec l'avenue des caméras, puis le direct, le temps réel maintenant, les normes, les standards sont encore plus précis, les formations sont plus pointues, c'est plus aiguisé. Les moyens, non des ressources, la Sûreté du Québec a été mobilisée aussi, là. Il est en attente. Si on décide de ne pas y aller de crainte qu'il y ait un accélérant ou que ça active un peu la résistance des gens, on n'interviendra jamais, là. Il faut prendre position, mais la première position qu'il y a à prendre, c'est d'avoir une structure, leur plan de formation, s'ils ont une autorisation de manifester, donner le trajet, le nombre de manifestants prévus. Si on a ce cadre-là, on peut suivre l'évolution de la manifestation puis laisser aux gens leur droit de manifester. Ensuite, d'une façon progressive, on peut donner des avis verbaux, leur donner quelle direction prendre, qu'est-ce qui va se passer, puis suivre, puis les accompagner pour que la manifestation soit faite de façon le plus légitime possible. Mais si ces règles-là de base ne sont pas appliquées, si on change les règles au cours des années parce qu'il y a d'autres types de manifestations, à ce moment-là, on est dans le désordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre puis de la méthode pour manifester. On donne une date, un endroit, un temps, une heure, un nombre, la trajectoire. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui veulent sortir de ce milieu-là, où les commerces qui sont là aussi, ils ont des droits. Donc, ça prend un encadrement, une structure de plan de manifestation pour qu'il y ait une structure de plan d'opération pour suivre ça. En fonction de ça, si jamais il y a un niveau de risque qui a été évalué comme étant élevé ou très élevé, là, on place nos effectifs en conséquence. Soit à l'intérieur de la manifestation, soit à l'extérieur, sans dévoiler toutes les stratégies policières, mais on fait en fonction de qu'est-ce qu'on a sur papier, qu'est-ce qu'on a comme enquête au début. Ouais. André? Oui. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mario dit. Vous savez, lorsqu'il y a des manifestations, si les gens pouvaient évidemment se conformer, comprendre que c'est utile d'avoir justement un itinéraire, on est là pour faciliter justement ces interventions-là. Moi, au début de ma carrière, j'ai commandé des opérations justement où est-ce qu'il y avait des grèves. Je me souviens entre autres d'une grève au plus gros plan de Poste Canada qu'il y avait à Ville-Saint-Laurent. Puis je me souviens de m'être entretenu avec le chef syndical avant, puis je lui avais dit, écoutez, laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire en sorte que je suis capable de te permettre justement de passer ton message, puis que ça se fasse de façon sécuritaire. Il faut prévoir un corridor. Si jamais il y a un de tes manifestants qui a un malaise, ça va prendre des ambulances, des choses comme ça. Puis, je veux dire, ça avait été très bien compris. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans des manifestations de revendications politiques qui, évidemment, nous importent des conflits de l'extérieur. Et ça rend justement l'émotivité encore plus grande. Et ces gens-là, malheureusement, il y en a beaucoup aussi. Tu sais,
On a tendance à vouloir isoler les casseurs, à dire non, vous savez, c'est pas la majorité. Mais faut quand même être réaliste, là. Il y a des manifestations où est-ce qu'on sait d'avance que ça va dégénérer. Et évidemment, il y a des... On aurait pu le savoir pour vendredi? On savait à l'avance que ça allait dégénérer, d'après vous? Vous savez, c'est comme quand il y a les manifestations qui supposément manifestent contre la brutalité policière. On le sait qu'à toutes les années, ça va dégénérer. Je veux dire, l'histoire se répète, là, on apprend de l'histoire passée. Là, la question, c'est de quelle façon on peut arriver à prévenir ça. C'est pas évident, là. Mais là, vous parliez de l'exemple que vous donniez, André, où là, bon, il y a des syndiqués qui revendiquent des meilleures conditions de travail, puis là, il se trouve que c'est encore Post Canada, l'exemple, puis ils sont encore en conflit de travail aujourd'hui. Oui. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il n'y a pas forcément de casseurs, il n'y a pas forcément de mauvaise attention, il n'y a pas d'infiltration, il pourrait toujours y en avoir, remarqué, mais dans ce genre de manifestation-là, c'est peut-être plus facile de parler aux gens, ils sont plus parlables, puis ils comprennent, ils veulent pas que leurs membres soient blessés. Ils veulent pas créer le chaos. Dans le cas de manifestations comme celle qu'on a vue vendredi, puis comme on voit quand même de façon récurrente à Montréal, on cherche à créer le chaos. C'est ça le maudit problème. Si vous voulez bien, je vais aller à Stéphane Val, qui est également superviseur retraité au SPVM. Il est spécialisé en usage judicieux de la force et justement, il a déjà enseigné le contrôle de foule aussi jusqu'à il y a quelques années. Et il a eu l'occasion de parler avec des membres des groupes d'intervention qui étaient là vendredi. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour Isabelle, c'est Stéphane Wall, W-A-L-L. Oui, excusez-moi Stéphane, allez-y. Qu'est-ce que vos conversations avec les membres des groupes d'intervention, qu'est-ce qu'ils vous ont dit là, par rapport à vendredi? Ben, pour faire un récapitulatif un peu sur les propos là, de mes collègues là, précédents, ce que les policiers m'ont raconté de la situation vendredi, c'est qu'elle était en nombre suffisant. Donc, on pouvait penser là, que les policiers, soit de la brigade, au niveau du maintien de l'ordre, les policiers spécialisés des sections d'intervention étaient présents. Il y avait aussi de nombreux vélos, l'escouade de vélos qui était là. Et donc, ce n'était pas la problématique. La problématique, c'est toujours un peu la même chose, c'est que les policiers ont des règles d'intervention qui ont changé, des règles d'engagement qui ont changé au fil des années, au fil des décisions des tribunaux. Et ça, s'il faut, on a parlé au début là, du règlement P6. Ouais. À l'époque, le règlement P6 demandait deux choses. Premièrement, d'avoir des gens qui ne pouvaient pas être masqués. Deuxièmement, de donner justement des itinéraires et le nombre de personnes, des choses un peu plus précises. Et les manifestants, à cette époque-là, dans les étudiantes, ne respectaient pas ce règlement-là. Et c'était beaucoup plus facile pour les policiers d'utiliser le règlement municipal, de procéder à des arrestations massives. On encerclait des foules après avoir été annoncé à plusieurs reprises qu'il allait y avoir des arrestations. Donc, on faisait des arrestations massives et on donnait des constats d'infraction aux gens. Les tribunaux, en 2012... Oui, c'était genre, de mémoire, là, c'était 637 $, quelque chose comme ça. Exactement, c'était autour de 630 $. Ouais. Donc, les tribunaux, malheureusement, dans ces années-là, ont décrié toutes les stratégies policières. Les policiers ont perdu et la ville a perdu sur toute la ligne. Ouais. Donc, il aurait été possible de réécrire le règlement P6, mais la ville de Montréal a décidé de ne pas aller de l'avant et de simplement l'abroger, comme André le disait, par idéologie. Donc, tout ce qui est cette réglementation-là qui pourrait aider les policiers ne fonctionne plus. Et maintenant, il y a même des jugements qui ont sorti comme quoi il fallait que les policiers évaluent l'urgence d'agir. C'est-à-dire, si c'est juste des méfaits, il n'y a pas nécessairement une intervention immédiate. Il y a un processus que le commandant d'opération doit respecter. Ouais. Et malheureusement, il y a quelques minutes qui vont peut-être se produire entre des manifestants qui sont en train de s'équiper, de se cagouler, de briser des vitres et un ordre d'agir. Donc, c'est pas immédiat qu'il va y avoir une intervention policière. Parfois, ça va réussir, parfois non. Ça dépend des circonstances. Et dans le cas de vendredi, il y a eu un délai pour l'intervention. Dès qu'ils ont eu le délai, les policiers, eux autres, attendaient le Dès qu'ils ont eu l'ordre, c'est ça. Mais ça a pris combien de temps, Stéphane Wall, pour avoir le délai a été combien long?
Quelques minutes. Je peux pas vous dire exactement si c'est 2-3 minutes, mais une fois que les vitres ont commencé à tomber au Palais des Congrès, ça a pris quelques minutes pour dire c'est beau, on fait une intervention de dispersion. Et lorsqu'ils ont fait la dispersion, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que la foule a été scindée en deux. C'est une stratégie que les policiers vont utiliser et ont été repoussés vers le nord là, sur la rue. Donc, c'est souvent ça, c'est que les policiers du terrain, eux, aimeraient intervenir plus rapidement, mais il y a une chaîne de commandement et il y a une évaluation du risque qui se fait. Est-ce qu'on a quel type d'acte criminel qu'on a devant nous? Si c'est des méfaits, il va y avoir une meilleure tolérance. Si c'est un voie de fait, si quelqu'un se fait tabasser dans la foule, ben là, il va y avoir une urgence d'agir et les policiers vont intervenir plus rapidement. Donc, les règles d'engagement, malheureusement, ont changé. Et le chef de la guerre, qui était avec Benoît Dutrisac cette semaine, a tout à fait raison, dans le sens que ça prend des pouvoirs législatifs plus musclés, disons, comme André Gilna le disait tantôt aussi, au niveau du code criminel, peut-être l'utilisation de la clause non-obstant éventuellement dans certaines circonstances, parce que présentement, il y a une banalisation systémique de la violence, puis on peut le voir dans les manifestations. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane Wall. Puis je pense que vous le dites. Est-ce que vous avez une réponse, André Gélina, à savoir pourquoi la mairesse Plante, effectivement, n'a pas jugé bon de débattre de P6 qui a été 2 fois plutôt qu'une déboutée là, en cours? Écoutez, c'est une bonne question. Il faut comprendre une chose, c'est que évidemment, la mairesse Plante n'a pas nécessairement une relation d'amour très intense avec ses policiers. On l'a vu tout au courant là, de son mandat avec des discussions de désarmement, de définancement de la police. Will Prosper, l'affaire Camara, où est-ce qu'elle a pourfendu ses policiers avant les conclusions de l'enquête qui, en fait, ont tout à fait éliminé et tassé de côté toutes les accusations de profilage ou de racisme. Vous savez, Richard Martineau avait posté sur son Facebook il y a quelque temps, justement, des commentaires que la mairesse Plante avait fait suite à un post que son conjoint avait été arrêté durant les manifestations. Je vous fais grâce de ces commentaires disgracieux qu'elle a fait à l'époque, qu'elle a depuis éliminé de son Facebook. Mais vous savez, il faut comprendre que c'est ça. C'est une attitude, puis il faut aussi analyser le fait que beaucoup de ces gens-là, de cette, on va le dire, cette gauche militante-là, le radicale, constitue aussi sa base politique. Et ça, vous savez, je pense pas qu'elle va aller à l'encontre de sa base. Mais moi, je voudrais aussi amener l'aspect, Isabelle, c'est, imaginez-vous les commerçants qui sont là, Oui, c'est ça. qui, à un moment donné, là, se font descendre leur vitrine à tour de bras. À un moment donné, les assureurs ne paient plus, refusent de les assurer. Et je pense qu'on ne peut que s'imaginer qu'est-ce que ça coûte, une vitrine, qu'est-ce que ça coûte refaire ça, le sentiment d'insécurité que ça va provoquer aussi chez la clientèle. Vous savez, c'est pas une image qui est vendeur pour Montréal, ce n'est pas une image de chaos qui va faire en sorte que ça va encourager justement les commerçants à vouloir réinvestir et aux gens aussi de vouloir se réapproprier cet endroit-là. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une volonté politique et comme Stéphane l'a très bien expliqué, il y a une tolérance, une banalisation de la violence et du crime. Vous savez, si on regarde le gouvernement fédéral avec les décisions qu'il a prises avec les lois C5, C75 et même C21, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que le criminel, l'intérêt du criminel, le bien-être du criminel va toujours passer avant et la victime et ce qu'on appelle être soft on crime. Et ça, on le voit. Et sans faire de politique, je veux dire, lorsqu'on abolit des peines minimales obligatoires, lorsque on facilite la remise en liberté le plus rapidement possible pour des gens qui ont commis des crimes graves et qu'on permet des sentences Netflix pour des gens qui ont commis des agressions sexuelles, ben écoutez, là, je veux dire, c'est dans l'air du temps et il va falloir à un moment donné qu'il y ait un coup de barre qui soit donné, justement, pour qu'on puisse permettre aux gens de, justement, exercer leurs droits démocratiques. Mais en même temps, il faut que ça soit encadré parce qu'il y a des coûts incroyables, juste les coûts au niveau de la police, de temps supplémentaire. Je me posais la question, est-ce qu'on est capable d'évaluer combien ça a dû coûter en service policier vendredi, là, une manif comme celle de vendredi? Ben écoutez, je pense que ce serait facilement faisable de la part des dirigeants, là, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a des feuilles de temps supplémentaires qui se font, il y a une comptabilisation d'événements. Mais aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir
quel est le coût matériel qui a été assumé par les commerçants versus les assureurs et les conséquences à long terme que ça va avoir. Regardez, on en a parlé récemment quand il y a eu une vague d'incendies criminels où est-ce que des gens ont dû fermer des restaurants parce qu'ils n'étaient plus capables de se trouver un assureur. Ben, la situation est différente présentement. Mais moi, je vous dis, c'est des risques qui peuvent arriver parce que ça coûte énormément cher la construction et refaire des choses. Et c'est perpétuel, là. Je veux dire, ces manifestations-là durent depuis combien de temps? Et ils vont-elles s'arrêter lorsque le conflit en Palestine sera réglé? Ben, on va être là encore dans 100 ans, probablement. Il y aura d'autres raisons, j'en doute pas. On a beaucoup d'auditeurs, entre autres comme Jacques de Sherbrooke, qui nous dit lorsqu'une personne est accusée ou reconnue coupable, ça devient public. Donc, lorsque le casseur masqué voit sa photo dans les médias, pas certain que ses amis, parents ou employeurs vont apprécier. Donc, il faut, à son avis, enlever le masque parce que ça devient, à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr de cendrer? Je pense pas que ça... vous savez, ces gens-là, souvent, vivent dans une chambre d'écho. Hein. Oui, l'opprobre populaire de gens comme vous et moi et puis de vos auditeurs va être là. Mais son entourage... C'est pas dissuasif pour vous? Ça serait pas dissuasif? Ben, moi, je pense qu'on peut le faire, là, évidemment. Mais encore une fois, ces gens-là, souvent... c'est pas... comme je vous dis, ils vivent des fois dans une chambre d'écho. Fait que souvent, leur entourage, leurs amis partagent les mêmes opinions. Ils font probablement la même chose qu'eux. Oui, mais le fait quand même de ne pas être masqué, de montrer son visage, ça facilite le travail policier pour être capable ensuite, s'il y a des débordements, d'être capable d'arrêter les bonnes personnes. Puis de ne pas s'en prendre aux personnes qui sont passées là, mais qui n'ont pas d'affaires là, parce qu'on a vu ça aussi. Des gens qui étaient des passants, qui n'avaient rien à voir avec la manif, qui sont fait arrêter. Ça aussi, on veut prévenir ça, parce qu'on veut pas de l'intervention non nécessaire. Il y a quelqu'un qui dit on met nos policiers en danger. Ça a un impact aussi sur leur crédibilité en acceptant le retrait du règlement P6. Je pense que les gens ont bien compris ce que ça voulait dire P6, puis il y en a beaucoup qui demandent à ce qu'on revienne là. Il y a quelqu'un qui dit nos gouvernements ont peur de mettre les droits des policiers devant la Charte des droits qui est beaucoup trop laxiste et bien souvent brime les droits des autres. On a d'ailleurs un auditeur qui a pris la peine de nous téléphoner. Jonathan, bonjour. Vous, on me dit que vous avez une suggestion radicale, un peu ironique à proposer. Oui, je vais dire que c'est une suggestion à la Dutrisac. On va dire ça comme ça. Et pas trop méchante, là. Non, quand même. Avec tous les coûts que ça engendre, puis notre situation économique, là, tu sais, à un moment donné, là, je pense qu'il faut faire la différence entre les manifestants et les activistes, puis ceux qui prennent ces gens-là en otage dans les manifestations. Ceux qui prennent les autres en otage, selon moi, c'est ceux qui font de la casse. Pourquoi? Parce que justement, c'est un certain groupe de personnes qui profitent d'une situation pour donner libre cours à leur propre stupidité. On va dire ça comme ça. Puis dans ces conditions-là, je pense pas qu'il y ait moyen de négocier ou de faire attention. Je pense que la solution, c'est qu'avec le temps, de toute façon, ça va finir par se régler, c'est simplement coup de matraque dans le camion, aussitôt qu'il y a de la casse, aussitôt qu'il y a de la grosse violence, quoi que ce soit, pas avec ça. Tu rentres dans le tas. Les policiers, là, s'ils sont prêts à aller à la charge, ils vont être bien plus en défensive que s'ils sont obligés d'attendre un événement, un cocktail Molotov ou de quoi. C'est crissement, excusez-moi, c'est vraiment dangereux pour eux d'attendre un moment opportun d'être arrêté, tu sais. Ouais. Mais avec les téléphones cellulaires, aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quelle niaiserie, c'est filmé, c'est mis sur les réseaux sociaux. Vous pensez pas que les policiers deviendraient dans ces cas-là? Vous parlez de matraque. Je pense que ça serait pas forcément bien vu non plus. On en parlait tout à l'heure. Au contraire, je pense même que ça commencerait même à rassurer la population. Parce que justement, c'est pas parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux que ça a du sens. Ouais. Je veux dire, tu vois des policiers rentrer une arrestation musclée. Oui, il y en a qui sont pas justifiables. Mais la majorité sont justifiables. Pourquoi? Parce que ce monde-là, faut pas oublier une affaire, c'est une carrière, c'est une profession. C'est du monde qui s'investissent pas seulement physiquement, mais mentalement aussi dans leur métier. Ouais. Puis ça, c'est important à prendre en considération. Fait que l'Internet, je veux bien croire, c'est des images, mais la réalité, c'en est tout autre. On parle du virtuel, oui, il y a beaucoup d'influence, mais la réalité, c'est tout autre. Les commerçants qui payent maintenant pour les vitrines des niaiseries parce que leurs assurances augmentent, les policiers sont blessés, qui manquent des... Ça finit plus. Tout ça pour une bande de cons que, aussitôt qu'ils sauraient que c'est systématique, tu déconnes, tu brises de quoi, c'est out. Ouais. Puis en même temps, P6, là, pour ce qu'on en parle, de mettre le monde masqué, ces choses-là, je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu une perte d'argent, cette loi-là, parce que justement, si on y va au tac,
Parce que là, on essaie de contrôler. Mais une situation comme une manifestation qui dégénère, c'est action-réaction. Ouais. Merci, Jonathan, un auditeur engagé, puis qui a une suggestion ici. Je vous la renvoie. André Gélina, est-ce que vous pensez que ça peut être... Jonathan nous dit, allons-y, rentrons dans le top, puis faisons la job, parce que... Puis ça enverrait un message clair. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, écoutez, il y a l'opinion du policier puis l'opinion du citoyen. Oui, mais là, c'est parce que Évidemment. Jonathan, j'aime bien Jonathan qui transmet, à mon avis, ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Parce que l'effet de ce genre de non-action ou d'action retardée, là, tout à l'heure, Stéphane Wall nous disait, ça a pris quelques minutes avant que l'ordre, mais ben, ça a été trop long aux yeux de tout le monde. Tout le monde l'a dit aujourd'hui. Voyons, que faisait la police? Fait que c'est pas mieux. Là, ça durcit finalement le rapport du citoyen vis-à-vis des manifestants. Puis il y en a qui ont je veux dire, il y en a sans doute qui ont des bonnes intentions. Là. C'est pas tous les manifestants non plus qui sont des casseurs. Fait que ça fait juste nuire à tout le monde. Ça. Mais la police, vous dites, le verrait peut-être pas comme ça, André? Ben, vous savez, on est tous des citoyens avant d'être policiers, hein, puis on a tous les mêmes préoccupations puis les mêmes exaspérations que les gens qui nous regardent puis qui regardent ça. Je vous dis pas que dans notre fort intérieur, on n'aurait pas envie d'intervenir de façon un peu plus expéditive, parce que, vous savez, quand on devient policier, c'est pour protéger les biens, protéger la vie. Et souvent, on a l'impression, justement, qu'on est des spectateurs, mais en même temps, il faut toujours s'assurer aussi de la légalité de nos interventions. Et si la loi ou si la réglementation ne nous permet pas de le faire, bien évidemment, on va ronger son frein. On va devoir attendre. Évidemment, encore une fois, il y a beaucoup de gens aussi dont la notion de l'évaluation du risque et de l'urgence d'agir, bien évidemment, ça leur échappe parce que c'est pas leur fonction. Beaucoup de gens veulent voir du résultat, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on ferait une utilisation de la force comme qui serait demandée par Jonathan, ben il y a des gens à un moment donné, tu sais, pardonnez-moi l'expression anglaise qui dit "You're damned if you do, you're damned if you don't". Ouais, c'est ça. Ou traduction littérale de « ça peut être un lose-lose ». Ben, exactement. C'est peut-être pas payant forcément, mais bon. C'est là où, merci André Gélina, sergent détective retraité du SPVM. Mario Berniquet, en terminant, vous êtes spécialiste des mouvements de foule. Rentrer dans le tas comme ça, à coup de matraque, pas sûr, moi, que ça soit forcément la meilleure des méthodes, mais on comprend ici l'exaspération citoyenne. Oui, c'est une bonne méthode. Ah bon, vous aimez ça, OK. Oui, mais le faire comme il faut pour les bonnes raisons, puis pour empêcher une gravité. Rentrer dans le tas ne veut pas dire de tout briser, là. C'est que si on laisse briser un premier méfait, qui est un acte criminel, puis on arrête ça tout de suite, on risque que ça arrête pour le reste. Les délais nous tuent, les tolérances nous tuent, et puis des fois, on interprète un code criminel pour dire on va être tolérant, c'est jamais urgent d'agir tant qu'il n'y a pas de mort. Mais si on met fin tout de suite à une résistance, puis il va y avoir une force d'arrêt, comme il faut, selon des règles d'éthique, selon des règles d'enseignement, selon des règles bien établies, sociales, oui, il faut y aller dans le tas, aller le chercher des fois. Mais pas d'une façon correcte, là. Je pense pas parle pas de tout casser, là. Mais non, je comprends. Si t'attends, ça va faire l'effet broken window, comme ils ont vu à New York. Il y a une vitre qui se brise, on a le droit de briser. On en brise une deuxième, une troisième. À quel moment qu'on y va? À la quatrième? À la cinquième? Quand ils vont rentrer en dedans pour voler? C'est tout de suite que s'il y a un délit criminel qui se passe et qu'on a les effectifs, puis ça peut faire une force d'arrêt, je pense que c'est une chose à penser. Oui. Est-ce que, d'après vous, ça a été trop long? On nous parlait de quelques minutes. S'il aurait fallu intervenir plus rapidement? Rapidement comme ça, à moins qu'il y ait des données que j'ai pas, là, mais si c'était juste des casseurs, puis si on était 20-25, puis tantôt on disait qu'on avait les ressources, si on attend, il va y avoir d'autres casses. Puis s'il y a de la casse, puis je sais que s'il y a un propriétaire qui protégerait son bien, là, à ce moment-là, on tomberait dans des voies de fait, puis on tomberait peut-être dans du plus radical. Le fait de laisser grandir un acte criminel ou des gestes intentionnels comme ça, c'est rien pour calmer une situation. Au contraire, ça donne beaucoup plus de vigueur puis d'énergie aux manifestants. Il faut mettre fin à ça rapidement. Mais donc là, c'est la faute à Fadi Daguerre s'il y a eu ce délai. Non, je ne veux pas mettre la faute sur personne. Je ne sais pas si c'était... Mais il y a toujours bien quelqu'un qui dit « OK, go, on y va maintenant ». Si cette personne-là attend, c'est là, vous dites le délai nous tue, c'est le délai qui nuit à l'intervention. Généralement, dans un centre de décision, il y a un décideur.
que lui, les informations rentrent à lui, puis lui va dire on y va pour ça ou on y va pas pour telle raison. S'il dit on n'est pas... la décision va à l'officier d'opération qui est là, qui dit écoutez, là, c'est grave, là, on est rendu à 10 vitres sur la rue. C'est juste des vitres. Oui, c'est chez nous, là. Je pense pas qu'il y ait une tolérance chez vous ou chez moi. Là, Non. Non, c'est pas grave, il va faire le voisin, ils l'arrêteront plus tard. Non. Je pense pas que s'il n'y a personne pour faire la loi ou la justice, les gens vont s'en occuper eux-mêmes. C'est ça le danger, exactement. Puis on veut pas aller là parce que ça serait beaucoup plus dommageable et dangereux pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Mario Berniquet, capitaine retraité de la Sûreté du Québec, spécialiste des mouvements de foule. André Gélina, sergent détective retraité au SPVM. C'est un dossier qu'on va suivre bientôt parce que il y a encore des réactions à avoir là-dessus. Il y a encore des gens qui doivent se justifier ici. Hier, vous avez entendu le premier ministre du Québec dire il faut arrêter les voyous, il faut ramener l'ordre à Montréal, ça va prendre des arrestations. Fadi Daguerre, le chef de police, disait vous inquiétez pas, on a des enquêtes, on va y venir. Ben, faudrait toujours la question des délais. Il faudrait que ça soit plus vite que plus tard. Hein? On va s'arrêter ici, très courte pause. Au retour, une belle histoire qu'on va vous raconter. Une jeune de 20 ans qui fait la première partie d'Enrico Macias, qui, je vous le dis, là, aura une très grande carrière, fort probablement internationale, mais qui a une histoire de vie, de résilience fabuleuse. On la reçoit tout de suite après ceci. Restez là.